Accroche-toi à ton chapeau. Nous allons embarquer pour un voyage incroyable. À l'aide de scientifiques géniaux et de leurs travaux, nous avons demandé à l'IA de nous ramener 2 milliards d'années en arrière pour nous montrer à quoi ressemblait notre merveilleuse planète à l'époque. Alors, on attache sa ceinture et c'est parti. Sauter dans une machine à voyager dans le temps et aller visiter la Terre quand elle n'était qu'un bébé, il y a environ 4 ou 5 milliards d'années, aurait été une grave erreur. Un chaos total régnait alors. Tout d'abord, le sol était encore en fusion et tout mou, donc faire atterrir ta machine à voyager dans le temps aurait posé quelques problèmes. Et dès ta sortie de l'appareil, tu aurais vu une Terre complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Le paysage était fait de montagnes escarpées, de mers étincelantes et de vastes étendues de terre. D'immenses volcans massifs entraient en éruption en permanence, projetant des gaz et des cendres dans l'air. Un véritable feu d'artifice. Et même si tu avais une super machine capable de planer et dotée de dispositifs de protection contre la chaleur, tu aurais quand même du mal à respirer. Tu vois, l'atmosphère de la Terre primitive était un peu folle. D'épais nuages flottaient dans le ciel en projetant des ombres mystérieuses sur la Terre. L'air était aussi ténu qu'un murmure et rempli de toutes sortes de gaz étranges, comme de l'hydrogène et de l'hélium. Le dioxyde de carbone était partout, colorant tout d'un vert éclatant. La vapeur remplissait l'air et il faisait très humide. Et il y avait aussi un soupçon d'ammoniac et de méthane, au cas où tout ça ne suffisait pas. Ça fait pas mal de gaz, hein? Mais il manque quelque chose, l'oxygène. En inspirant, tu ne sentirais pas cette bouffée d'air familière remplir tes poumons. Il n'y avait pas encore de forêts luxuriantes. Au lieu de cela, on trouvait des terrains accidentés et rocailleux. Certaines de ces roches portent encore les marques des forces intenses, collisions et tremblements de terre qui ont façonné la Terre pendant des millions d'années. Mais au milieu de toute cette violente beauté, quelque chose d'étonnant était sur le point d'arriver. La vie, dans ses balbutiements, était en train de préparer sa grande entrée. Des organismes comme les algues et les bactéries dominaient la scène. Ils prospéraient dans les océans, se nourrissant de dioxyde de carbone pour croître et se multiplier. Les séos cruilantes d'activité, pleines de formes de vie microscopiques, multicolores et perdonantes. Ces minuscules organismes travaillaient dur, libérant de l'oxygène en vaquant à leurs occupations. Ces véritables petites usines modifiaient lentement la composition de l'atmosphère. Voilà donc à quoi ressemblait la Terre primitive, plus ou moins. Mais pourquoi était-elle si hostile? Et comment a-t-elle pu changer autant depuis? La chaleur de la Terre provient de toutes sortes de choses qui se sont produites lors de sa formation. Tout d'abord, les objets qui se sont assemblés pour former notre planète dégagèrent déjà beaucoup de chaleur. Ensuite, au fur et à mesure que la Terre grandissait, sa force gravitationnelle s'est considérablement accrue. Elle a attiré encore plus de matière vers elle et elle l'a aussi serrée très fort dans ses bras. Et tu sais ce qui se passe quand on comprime quelque chose? Ça chauffe et tout comme une cocotte minute. Ce réchauffement incroyable a eu un impact énorme sur la structure de la Terre. Imagine un mélange de roches, de métaux et de minéraux. À mesure que la chaleur montait, toute cette matière a commencé à fondre. Et devine quoi? Un métal très dense a coulé vers le centre et est devenu le noyau de la Terre, tandis que les roches plus légères sont remontées pour former la croûte et le manteau. C'est comme si la Terre avait décidé de se dissocier, en créant des couches distinctes. On appelle cette séparation la différenciation. Mais le réchauffement ne s'est pas arrêté là. Avec tous ces mélanges et ces déplacements, la Terre est devenue encore plus chaude. C'était comme si tu augmentais la température d'un four planétaire géant. Toute cette chaleur folle a eu de sérieuses conséquences. La température élevée de la Terre a tout accéléré. Les plaques tectoniques dansaient. Un véritable remue-ménage géologique à la surface. Et ce n'est pas tout. La Terre était également bombardée par de sérieux visiteurs cosmiques. Imagine ça. Pendant que la Terre était occupée à rassembler toutes sortes de débris spatiaux et de se former, la pagaille régnait dans le système solaire. Saturne et Jupiter avaient décidé de tout chambouler en changeant d'orbite, envoyant toute une tasse d'objets massifs vers notre pauvre Terre. Et ce n'était pas pour plaisanter. Ces impacts ont fait fondre les minéraux de notre croûte terrestre et les ont même vaporisés. Ces collisions étaient si puissantes qu'elles faisaient même sortir les gaz de l'atmosphère terrestre. Tu parles d'un feu d'artifice. Crois-le ou non, nous pouvons encore observer les cicatrices de ces anciennes collisions. Il faut un travail de détective, mais ses conséquences sont bel et bien visibles pour un œil entraîné. Par exemple,
Nous avons le cratère de Mani-Itsok, au Groenland. Même si le cratère lui-même n'est pas visible, on trouve dans cette zone des roches qui se trouvaient jadis à une profondeur de 20 à 25 km sous la surface de la Terre. Et devine quoi? Elles portent les marques d'un choc intense et soudain. Il s'en est passé des choses. La plus grande collision a eu lieu avec une planète appelée Theia. Theia, de la taille de Mars, se serait écrasée sur la Terre avec un énorme boom, un événement colossal qui a tout changé. Le noyau métallique de Theia a fusionné avec celui de la Terre, tandis que les couches extérieures des deux planètes ont été projetées dans l'espace. Le résultat? Un magnifique anneau de débris autour de notre planète. Voici la partie la plus intéressante. Ces débris n'ont pas flotté indéfiniment. Ils ont commencé à s'assembler comme des pièces de puzzle. Et voilà. Nous avons obtenu notre Lune. Incroyable, non? Et cet étonnant processus n'aurait pris que 10 ans, voire moins. C'est complètement dingue. On appelle ce formidable événement concernant la Lune l'hypothèse de l'impact géant. Alors la prochaine fois que tu regarderas notre satellite dans le ciel nocturne, rappelle-toi qu'il s'agit en fait d'un gros morceau de notre propre planète. D'ailleurs, la Terre a elle aussi vécu une sacrée aventure lors de la création de son atmosphère. La première tentative de création d'atmosphère ne s'est pas très bien passée. Une fine couche d'hydrogène et d'hélium s'est formée au moment où toute cette matière s'accumulait. Mais ces gaz n'ont pas tenu. Ils ont fini par s'échapper dans l'espace infini. Au revoir les gars. Mais la Terre n'a pas abandonné, elle est repartie de plus belle, et cette fois-ci, elle a eu beaucoup plus de succès. Les volcans sont venus à la rescousse. Ils ont craché toutes sortes de gaz, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, et tout un tas d'autres substances bizarres. Même les météorites et les comètes ont participé à la fête, apportent de l'air et de l'azote. Notre atmosphère est sur le point de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, il n'y avait pas d'oxygène dans cette deuxième expérience. Non, pas une seule petite bouffée. L'oxygène que produisaient les rayons du soleil en divisant les molécules d'eau disparaissait immédiatement à cause de certaines réactions chimiques. Ce n'est qu'avec la troisième expérience et l'apparition de la vie que les choses ont commencé à changer. Les organismes photosynthétiques ont pris le devant de la scène et ont utilisé tout le dioxyde de carbone présent dans l'air pour fabriquer leur nourriture. Et ils se sont mis à libérer de l'oxygène. Finalement, ces organismes ont réussi à produire tellement d'oxygène que les réactions chimiques n'ont plus pu arrêter le processus, et une atmosphère s'est créée. Ce n'est que depuis environ 350 millions d'années que nous avons atteint le niveau d'oxygène que nous connaissons aujourd'hui, environ 21% de l'air que nous respirons. Ainsi, des volcans enflammés au mystérieux océan, ce petit aperçu du passé nous révèle une Terre très différente de celle que nous connaissons. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottants, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel, et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps.
sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière, et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps, si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnant dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète.
Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Imagine plutôt ça, c'est un beau dimanche matin et tu sors du lit, tu fais quelques étirements et tu ouvres ta fenêtre pour voir qu'une magnifique journée t'attend avec un ciel bien dégagé. Mais attends, quelque chose cloche. La rue habituellement bondée est complètement déserte. Où est passé tout le monde ? Tu regardes de plus près et à ta grande surprise, tu te rends compte que tu es la dernière personne sur cette planète. Que vas-tu faire ensuite ? Soyons honnêtes, la réponse à cette question est simple. Tu peux faire tout ce que tu as toujours désiré. Le monde est ton terrain de jeu et tu es libre d'y vivre ta propre aventure. Envie de conduire une voiture de sport à une vitesse folle sur l'autoroute ? Vas-y, car il n'y a pas de circulation pour te freiner. Tu as envie d'une petite partie de golf depuis le sommet d'un gratte-ciel ? Pourquoi pas ? Qu'importe si tu finis par casser une fenêtre ou deux avec ta balle. As-tu toujours rêvé de vivre dans un immense manoir ? Devine quoi, tu peux maintenant. Tu as un monde de possibilités devant toi et rien ni personne ne peut t'empêcher d'en profiter. Bon, tu as eu ta dose de frissons et tu commences maintenant à te demander qu'est-ce qui vient ensuite. Peut-être est-il temps de te mettre au travail et de comprendre la raison derrière cette soudaine disparition de tout le monde. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ? Et si tu n'étais pas le seul restant ? Tu pourrais commencer à chercher dans la ville, voir au-delà de ses limites, mais le monde est vaste et il se pourrait que tu n'y croises personne. Cette seule pensée est un peu terrifiante, n'est-ce pas ? Alors passons à des questions plus importantes, comme la façon dont tu vas survivre dans ce désert humain qui est désormais ton royaume. Il est temps d'affronter la réalité et de décider de la marche à suivre pour t'assurer de survivre à cette situation, et ce, quoi qu'il arrive. La première chose sur ta liste est de trouver de la nourriture et de l'eau potable. Bien sûr, tu disposeras d'une bonne réserve des deux pendant un certain temps, mais les produits périssables, comme les fruits et les légumes, ne dureront pas éternellement. Il serait donc préférable de les consommer en premier avant qu'ils ne se gâtent. Après tout, personne ne fait plus fonctionner les centrales électriques qui alimentent les réfrigérateurs des supermarchés, de sorte qu'ils finiront immanquablement par s'arrêter. En parlant de ça, il te faut également prendre en compte l'approvisionnement en eau. Au début, tu tâcheras de récupérer chaque bouteille d'eau que tu puisses trouver dans les magasins à proximité et de les ramener dans ton refuge. Mais hélas, tu finiras bien par manquer d'eau minérale et tu devras alors trouver un moyen de filtrer d'autres sources d'eau. Ce sera une tâche vitale pour assurer ta survie à long terme. Pense à te procurer un filtre à eau portatif comme celui-ci. Avec ça, tu pourras prélever de l'eau de n'importe quelle source, que ce soit une rivière ou même un puits que tu auras creusé toi-même, et la boire après qu'elle ait été purifiée dans cette bouteille. Bien, tu t'es régalé de tous les aliments périssables que tu avais accumulés pendant des jours, des semaines, voire des mois. Il est maintenant temps de commencer à réfléchir à l'avenir et à tes réserves de nourriture sur le long terme.
Comme il n'y a plus d'électricité pour faire fonctionner ton frigo et ton congélateur, tu devras compter sur des aliments non périssables, comme le riz, les haricots et les conserves. Celles-ci seront tes fidèles compagnonnes dans ta quête de survie. Cependant, avec le temps, il te faudra envisager des sources de nourriture durables. Et c'est là que de solides compétences en agriculture entrent en jeu. Tu devrais commencer à apprendre comment faire pousser tes propres cultures avant que tes réserves ne soient totalement épuisées. Parlons du matériel médical. C'est un aspect crucial de la survie dans un monde où il n'y a personne vers qui se tourner pour obtenir une quelconque assistance. Ta meilleure option est de piller autant de pharmacies que possible et de constituer des réserves pour parer à d'éventuelles urgences. Il est également essentiel de faire preuve de prudence car il n'y aura aucun médecin pour t'aider si tu subis des blessures graves. Lorsque tu es le dernier humain sur Terre, tu vas devoir acquérir tout un tas de compétences si tu veux continuer à subsister. On parle ici de la chasse, des premiers soins, de la cuisine et bien d'autres choses encore. Il ne s'agit pas seulement de cultiver et de filtrer ton eau, même si ces choses sont primordiales. Dans ton quotidien, tu te reposes probablement sur un ensemble d'autres personnes sans t'en rendre compte. Mais dans ce nouveau monde, il te faudra te débrouiller seul. La bonne nouvelle, c'est que tu as tout ton temps pour apprendre de nouvelles choses et affiner tes connaissances. Tu te souviens de ces bibliothèques que tu avais l'habitude de traverser sans même y jeter un œil ? Maintenant, ce sont elles qui vont te permettre de devenir l'expert ultime en matière de survie. Et oui, tu n'auras plus Internet pour t'aider, mais tu devras réapprendre à faire les choses à l'ancienne. Tu voudras peut-être aussi avoir du matériel de survie avec toi en toute occasion, car tu pourrais te retrouver dans toutes sortes de pétrins sans personne d'autre pour te venir en aide. Avoir une trousse de randonnée comme celle-ci pourrait donc te sauver la vie. Elle contient tout ce dont tu as besoin pour te repérer, rester au chaud et en sécurité, que ce soit en pleine nature ou en milieu urbain. Autant tu peux apprécier la solitude, autant tu pourrais finir par avoir cruellement besoin de compagnie. Bien sûr, tu pourrais adopter un ou deux animaux, voire construire ton propre zoo personnel si tu te sens assez ambitieux. Mais ne fais pas l'idiot. Tu ne veux pas te faire dévorer par une meute de fauves affamés, n'est-ce pas ? Contente-toi peut-être d'un chien ou d'un chat, ou même d'un oiseau capable d'imiter ta voix, histoire de pouvoir faire semblant d'avoir une conversation de temps à autre. Dans tous les cas, tu auras besoin de la compagnie d'un autre être vivant, alors commence à considérer tes différentes options. Donc, tu as ce monde entier pour toi tout seul, pas vrai ? Et tu peux vivre dans n'importe quelle maison, palais ou hôtel de ton choix. Ça a l'air génial, n'est-ce pas ? Mais soyons réalistes, vivre dans le luxe tout le temps peut vite devenir monotone. De plus, ces immenses bâtisses commenceront à se détériorer et à s'effondrer s'il n'y a personne pour s'en occuper. Peut-être vaut-il mieux fuir la ville complètement alors. Tu peux aller n'importe où, le monde t'appartient. Mais avant de commencer à faire tes valises, rappelle-toi que tu dois trouver un moyen de parvenir à ta destination. Le problème, c'est que toutes les voitures et autres camions seront inutilisables, car leur carburant se détériorera après quelques années. Par conséquent, tu voudras peut-être choisir un endroit où t'installer définitivement. Et à mon avis, il est probablement préférable d'éviter les régions aux conditions météorologiques extrêmes. Je veux dire, affronter un ouragan, une tempête de neige ou une tornade tout seul, c'est tout sauf une partie de plaisir. Et n'oublie pas les vêtements. Oui, je sais, tu peux absolument piller tous les magasins, essayer les tenues les plus funky ou te saper comme une superstar pendant un temps. Mais soyons pragmatiques, tu auras besoin de vêtements qui t'aideront réellement à survivre. Alors, assure-toi d'avoir quelque chose pour chaque saison et garde plein de vêtements chauds et de couvertures à portée de main. Une couverture de survie pourrait également s'avérer utile. Allez, monte, nous allons faire une tournée des planètes voisines de la Terre. Commençons par Mercure, la plus petite planète du système solaire. Pendant la journée, la température à sa surface peut atteindre les 430 degrés. Et pendant la nuit, elle peut redescendre jusqu'à moins 180 degrés. Si les températures sont si extrêmes, c'est parce que cette planète n'a pas d'atmosphère. Au lieu de cela, Mercure a une mince exosphère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mercure n'est pas habitable. Les températures et le rayonnement solaire y sont trop sévères pour qu'un organisme puisse y survivre.
Mais imaginons qu'il existe un moyen de vivre sur Mercure. À quoi la vie ressemblerait-elle sur ce gros caillou? Sa surface est semblable à celle de la Lune. Au cours des millénaires, les météorites y ont imprimé de nombreuses marques. Mais contrairement à la Lune, la surface de Mercure est gris-brun. Maintenant, regardons l'air. Vu de Mercure, le Soleil paraît presque 3 fois plus grand que vu de la Terre. Et sa lumière y est presque 7 fois plus intense. Je me demande quel type de lunettes de soleil il faudrait porter si nous vivions là-bas. La vie pourrait-elle apparaître un jour sur cette planète? Ne te fais pas d'illusions, c'est très peu probable. Maintenant, que dirais-tu d'atterrir sur Vénus? Tu crois peut-être que la planète la plus chaude de notre système solaire est Mercure, car c'est la plus proche du Soleil. Mais en réalité, c'est Vénus qui détient ce record. Qu'est-ce qui fait que Vénus est si chaude? La principale raison est son atmosphère. Elle est composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Et elle est si épaisse qu'elle provoque un réchauffement continu à la surface. En gros, les gaz de l'atmosphère emprisonnent le rayonnement thermique. Cette planète ne se refroidit donc tout simplement jamais. L'eau présente à sa surface se transforme constamment en vapeur. Si Vénus était un plat, son atmosphère serait donc comme un micro-ondes. Voilà pourquoi les températures peuvent y atteindre les 465 degrés. À quoi ressemblerait la vie sur Vénus? Sur Terre, les saisons changent à cause de l'inclinaison de la planète. Mais Vénus ne connaît pas de changements importants tout au long de l'année. Tout y est à peu près constant la nuit comme le jour. Et qu'en est-il du ciel? Les nuages sur Vénus sont jaunes ou d'un blanc très vif. Ils sont principalement composés d'acide sulfurique. Mais alors, pourquoi Vénus apparaît-elle rouge-orangé quand on la regarde depuis la Terre? Déterminer les vraies couleurs des planètes a toujours été très délicat. La coloration d'un corps spatial sera différente selon l'endroit d'où tu la regardes. Si nous voyagions jusqu'à Vénus, nous y trouverions une surface brun-rouge. Les molécules de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique retiennent la lumière qu'elle reçoit du Soleil. D'où la teinte rouge-orangé de la planète. Et sais-tu qu'on dit souvent que Vénus est la jumelle de la Terre? Les deux planètes sont de taille presque égale. Toutes deux ont des surfaces relativement jeunes et des atmosphères épaisses et nuageuses. De plus, l'orbite de Vénus est également la plus proche de la Terre. On pourrait donc s'interroger sur la possibilité de la vie sur cette planète. Mais je suis désolé de te l'annoncer, non, Vénus n'est pas habitable. Notre prochaine destination est Mars. Contrairement à Vénus, il y a des saisons sur Mars en raison de l'inclinaison de son axe de rotation. Elle connaît également un phénomène saisonnier secondaire à cause de son orbite fortement elliptique. Son hémisphère sud connaît des hivers plus froids et des étés plus chauds que son hémisphère nord. La température moyenne sur Mars est de -60 degrés. Mais la chaleur peut aussi varier entre les pôles et l'équateur. Et elle peut varier de façon spectaculaire en une seule semaine. Mais ce n'est pas si terrible comparé aux deux planètes précédentes, hein? Mars est-elle habitable? La première chose dont un organisme devrait s'inquiéter ici, c'est du rayonnement spatial. La Terre a un champ magnétique et une atmosphère épaisse qui protège sa surface des radiations. Mars ne possède ni l'un ni l'autre. Sa gravité correspond à 1/3 de celle de la Terre. Et avec une gravité plus faible et une atmosphère plus ténue, il serait très difficile pour une créature de survivre sur la planète rouge. En 2013, la NASA a découvert un ancien lac d'eau douce qui aurait pu être un jour un environnement hospitalier pour la vie microbienne. Il existe des preuves que de l'eau liquide a jadis été présente sur Mars. Cela suggère que Mars aurait pu disposer d'un environnement favorable à la vie. Qu'est-il donc arrivé à toute cette eau? La théorie la plus couramment admise est que l'atmosphère de Mars s'est trop raréfiée et est devenue trop froide pour que de l'eau liquide subsiste à sa surface. Sa disparition pourrait aussi être liée à la perte des premiers champs magnétiques. Ou ce serait sa taille qui serait tout simplement en cause. Mars est sans doute trop petite pour conserver de l'eau. Donc, pour l'instant, Mars n'est pas habitable. Mais nos scientifiques continuent d'envoyer des missions vers la planète rouge. Peut-être feront-ils de nouvelles découvertes? On verra bien. Et maintenant, Jupiter. Tu t'es déjà demandé à quoi la vie pourrait ressembler sur la plus grosse planète de notre système solaire? Jupiter est assez peu propice au développement biologique. Les températures sur cette planète ainsi que sa composition ne sont pas du tout favorables à l'apparition de formes de vie. Jupiter possède des couches de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et ces gaz occupent toute la planète. Littéralement, il n'y a aucune surface solide. Les gaz vont jusqu'au noyau. Sous la surface, ils deviennent liquides et se transforment en plasma car la pression atmosphérique y est bien plus intense que n'importe où sur Terre.
Pour mettre les choses en perspective, un organisme sur Jupiter devrait pouvoir résister à une pression atmosphérique 1000 fois supérieure à celle de notre planète. Un être vivant pourrait-il survivre dans de telles conditions ? Peu probable. Jupiter n'est absolument pas habitable. Mais bon, il paraît que sa lune, Europe, elle, pourrait l'être. Changement de décor. Saturne. C'est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Comme Jupiter, Saturne est une boule de gaz géante principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et la température sur cette planète ? Elle est glaciale. Et puis, il y a des vents extrêmement puissants. Les vents dans la haute atmosphère de Saturne atteignent une vitesse de 490 mètres par seconde. Comparons ça aux tempêtes sur Terre pour mieux comprendre. L'ouragan le plus puissant jamais enregistré chez nous se déplaçait à une vitesse de 107 mètres par seconde. Donc, la réponse à la question « Y a-t-il de la vie sur Saturne ?» est plutôt évidente. La vie telle que nous la concevons n'y existe pas. Notre prochain arrêt est Uranus, l'une des plus grandes géantes de glace. L'atmosphère d'Uranus est dominée par la glace. Mais ce n'est pas la seule chose qui explique la couleur bleue de cette planète. L'autre raison est le méthane dans son atmosphère. Il absorbe la lumière rouge et reflète le bleu. Et c'est la même chose sur Neptune. Uranus est la planète la plus froide du système solaire. Les températures peuvent y descendre jusqu'à moins 224 degrés. La vie sur Terre a besoin de la lumière du Soleil qu'elle transforme en énergie. Mais il n'y a rien sur Uranus pour produire l'énergie indispensable à un quelconque développement. Bref, Uranus n'a pas l'environnement nécessaire pour abriter la vie. Allons voir du côté de Neptune, la deuxième géante de glace. Qu'y a-t-il sur cette planète la plus éloignée du Soleil ? De toute évidence, il y fait incroyablement froid. Il n'y a ni source d'énergie pour la vie bactérienne, ni aucune eau liquide. Les scientifiques pensent qu'il est peu probable qu'on trouve de la vie sur Neptune à cause de ces conditions si peu hospitalières. Alors, qu'est-ce qui rend notre planète habitable ? Et je ne parle pas seulement de la vie humaine. Je parle de tous les organismes, même des microbes. La vie nécessite des conditions très particulières pour être possible. Tous les êtres ont besoin de nourriture, d'eau et d'une température appropriée pour se développer. L'atmosphère est absolument cruciale. Les humains, par exemple, ont besoin d'oxygène pour respirer. Et ils ne peuvent survivre que si les températures ne sont ni trop hautes ni trop basses. Et puis, il y a la gravité. Les conditions sur les autres planètes sont très éloignées de celles qu'on trouve sur Terre. La vie n'aurait donc probablement rien à voir avec celle que nous menons ici. Tous les êtres vivants se sont adaptés à l'atmosphère terrestre. Dans ces autres mondes, ils seraient confrontés à des conditions de survie à chaque fois très particulières. 2002 et 2023 ont été des années historiques en matière de découverte de nouveaux mondes fascinants. L'année dernière, la NASA a dépassé les 5000 exoplanètes confirmées. La liste est incroyablement variée. Elle comprend des super-terres rocheuses, des géantes gazeuses comme Jupiter, des géantes de glace comme Neptune, etc. Et ce n'est qu'un début. Il pourrait y avoir plus de 1000 milliards d'exoplanètes rien que dans notre galaxie. Mais la question la plus importante est de savoir combien d'entre elles sont habitables. Tu sais, pour nous, les humains, y a-t-il des planètes sur cette liste qui pourraient accueillir de la vie, ou qui pourraient même devenir notre future maison ? Bien sûr qu'il y en a. Et en 2022-2023, nous en avons trouvé 5. Alors attachez vos ceintures et accrochez-vous pour un voyage mouvementé au-delà de notre système solaire. La première planète de notre liste est Wolf 1069b, une dénomination bien ennuyeuse. Je vais donc simplement la surnommer Wolfie. Car qui pourrait m'en empêcher ? La NASA ? Une nouvelle étude menée par 50 astronomes passionnés a confirmé quelque chose de génial. Cette exoplanète, Wolfie, située à seulement 31 années-lumière de nous, pourrait potentiellement être composée de roches. En d'autres termes, il s'agit théoriquement d'une planète habitable. L'équipe à l'origine de cette découverte a utilisé une technique appelée vitesse radiale pour détecter l'exoplanète. Cette méthode permet aux scientifiques d'étudier les mouvements des étoiles et des planètes. C'est un peu comme si on jouait au ballon avec un ami et qu'on voyait la balle se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure qu'il la lançait. C'est un peu comme la vitesse radiale. Lorsqu'une planète se rapproche de nous, l'étoile autour de laquelle elle orbite semble aussi se rapprocher de nous. Lorsque la planète s'éloigne de nous, l'étoile a également l'air plus lointaine. Les scientifiques peuvent utiliser ces informations pour déterminer ce que fait la planète et quelle est sa taille. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Wolfie. On estime que cette exoplanète a la taille de la Terre et qu'elle a une masse égale à 1,5 fois celle de notre planète. Elle est en orbite autour d'une étoile naine rouge que j'appellerais Wolfie's Mama. Mais c'est là que le bas blesse.
Wolfie orbite dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'il s'agit d'un candidat idéal pour la présence d'eau sous forme liquide à sa surface. C'est comme si nous avions touché le jackpot exoplanétaire. Waouh, j'aimerais bien avoir acheté un ticket. Cette étude estime que si Wolfie possède une atmosphère semblable à celle de la Terre, les températures pourraient atteindre 12 degrés Celsius, ce qui signifierait que de l'eau liquide pourrait s'accumuler sur le côté jour de la planète. Mais voici le hic. L'exoplanète est verrouillée par son étoile, ce qui signifie que c'est toujours le même côté qui fait face. Imaginons qu'un côté de la planète soit toujours baigné dans la chaleur de son étoile, tandis que l'autre est éternellement dans l'obscurité. Comme au collège, je plaisante. L'équipe à l'origine de cette découverte estime qu'il s'agit de la meilleure candidate pour des recherches plus approfondies. Mais il faudra probablement attendre encore 10 ans pour obtenir des réponses. D'ici là, nous devrons continuer à scruter le ciel avec nos télescopes et en croisant les doigts. La planète suivante est TOI 700e. Comment lui trouver un bon surnom? La NASA vient de découvrir une nouvelle planète qui devrait prendre la galaxie d'assaut. Ou plutôt en orbite. Je la surnommerai Toys Were Us. Elle fait presque la taille de la Terre, contient très probablement de l'eau liquide à sa surface et n'est qu'à 100 années-lumière de nous. Il ne s'agit pas d'un simple trajet en voiture, bien sûr, mais elle est assez proche dans le grand ordre des choses. Toys Were Us est la 4e planète de son système et a une orbite un peu courte. 28 jours seulement pour faire le tour de son étoile. Au moins, tu auras un anniversaire tous les mois. Hurrah! Cette fois, la découverte a été faite en utilisant la méthode dite du transit. Les planètes elles-mêmes sont incroyablement petites et difficiles à détecter. Mais lorsqu'une planète se trouve devant l'étoile, elle bloque une partie de la lumière qu'elle émet, ce qui la fait paraître un peu moins brillante. Dès que la planète s'éloigne, l'étoile retrouve sa luminosité. Pour trouver une planète, les scientifiques observent donc très attentivement si la luminosité change. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a probablement une planète qui joue à cache-cache avec nous. C'est ainsi qu'ils ont découvert Toys Were Us. On la doit à la mission TESS. Elle a également détecté 66 nouvelles exoplanètes et 2100 autres candidats attendent d'être confirmés. TESS a produit des images de 75% de la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Toys Were Us est située dans la zone habitable optimale, entre les planètes C et D. Mais elle pourrait être verrouillée, tout comme Wolfie. Il se peut donc que nous devions nous contenter d'un monde aquatique à une seule face. La découverte de Toys Were Us est une piste prometteuse pour les futures observations de suivi. Et elle démontre le potentiel de TESS à trouver des exoplanètes encore plus petites à l'avenir. Qui sait, peut-être découvrira-t-on un jour un nouveau foyer pour notre espèce parmi les étoiles, ou du moins un nouveau lieu de vacances. Ensuite, nous avons des jumelles, GJ1002b et GJ1002c. Cette galaxie vient de se rapprocher un peu plus de nous avec la découverte de 2 exoplanètes, que je surnommerai Hansel et Gretel, qui se trouvent à quelques encablures de notre système solaire. En effet, ces 2 planètes semblables à la Terre sont situées à moins de 16 années-lumière, ce qui représente un saut de puce pour l'espace. À titre de comparaison, Proxima Centauri B est l'exoplanète de masse terrestre la plus proche, à 4,2 années-lumière. Ces 2 nouvelles voisines sont donc parmi les plus proches de nous. Elles sont toutes 2 en orbite autour d'une étoile naine rouge dont la masse équivaut à peine à 1/8 de celle du Soleil. Elle est plutôt froide et peu lumineuse, mais ce n'est pas grave car les 2 planètes en sont très proches. Hansel met 10 jours à tourner autour de son étoile, tandis que Gretel met un peu plus de 21 jours. Encore des anniversaires en plus, j'imagine. La découverte a été faite par une équipe scientifique internationale et n'a pas été une mince affaire. L'équipe a dû travailler avec 2 instruments, Espresso et Carmenes. Le résultat? Un café latte? Non. Ce qu'ils ont obtenu, ce sont des mesures si précises que l'on peut pratiquement compter le nombre de cratères à la surface des planètes. En effet, les planètes sont situées dans la zone habitable de leur étoile et ont une taille parfaite, ce qui en fait des candidates idéales pour de futures études sur l'atmosphère. Le principal responsable de l'étude a déclaré « La nature semble vouloir nous montrer que les planètes semblables à la Terre sont très répandues. Grâce à ces 2 planètes, nous en connaissons désormais 7 dans des systèmes planétaires très proches du Soleil. Qui aurait cru que nos voisins pouvaient être si accueillants ?» En conclusion, la découverte de Hansel et Gretel est un pas de géant pour l'humanité. Alors, levons tous nos verres de H2O, ou de ce que l'on boit sur les exoplanètes, et célébrons-la. La dernière planète de notre liste est LP 890-9C. Je l'appellerai Bob.
Cette super-Terre, située à environ 98 années-lumière, est 40% plus grande que notre planète. De plus, elle a une jumelle, que je surnommerai Rey, qui est jusqu'à 65% plus grande que la Terre. Plus on a d'espace, et mieux c'est, non ? Les deux planètes sont en orbite autour de l'étoile naine rouge. Malheureusement, Rey est très chaude au toucher, avec une température estimée à 123 degrés Celsius. Gaffe à tes mains, donc. Son frère, Bob, est situé dans la zone habitable de son étoile, ce qui en fait un candidat de choix pour l'apparition de la vie. Mais n'oublions pas que la température réelle des planètes dépend de leur atmosphère. Il est possible que Bob, la planète la plus éloignée, soit victime d'un emballement de l'effet de serre, ce qui la ferait ressembler davantage à Vénus qu'à la Terre. Elle pourrait donc être trop chaude pour être habitable. Mais ne perdons pas espoir. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, est sur les rangs. Grâce à sa technologie de pointe et à ses puissants instruments, dont des spectrographes, il peut scruter l'atmosphère des exoplanètes et révéler celles qui pourraient être habitables. Voyons ce qu'il va découvrir. Cette planète a été classée comme la deuxième planète terrestre à zone habitable la plus favorable. Elle figure désormais sur la liste des 7 autres planètes semblables à la Terre, toutes situées à environ 40 années-lumière de nous. Peut-être deviendront-elles nos nouvelles habitations dans le futur ? Oui, je sais que nous pourrions déjà prendre soin de la maison que nous avons actuellement, mais d'ici là, il faut profiter de ce moment et célébrer toutes ces découvertes. Qui sait combien de planètes nous trouverons encore à l'avenir, compte tenu des progrès technologiques réalisés chaque année ? Des milliers ? Des millions ? Pendant ce temps, Bob et Ray, Hansel et Gretel, Toys R Us, Wolfie et sa maman, tous seront là à nous attendre. La recherche d'extraterrestres est en cours. Avec le lancement réussi du télescope James Webb, la recherche de planètes comparables à la Terre est devenue un sujet passionnant, qui retient l'attention du monde entier. Au-delà du télescope James Webb, d'autres outils sont utilisés pour trouver de bonnes candidates semblables à la Terre. Le satellite TESS et le télescope Kepler sont à l'avant-garde de la recherche de nouvelles terres. Une fois que nous aurons écarté quelques questions philosophiques épineuses, nous examinerons de près ces deux recherches et ce que le télescope James Webb espère trouver. Alors, pourquoi cherchons-nous des planètes semblables à la Terre ? Parce qu'on peut. Des progrès incroyables dans la technologie des télescopes terrestres ont permis des observations ultra précises de la lumière des étoiles qui ont conduit à la première découverte d'exoplanètes. Lorsque les planètes tournent autour des étoiles, il y a une interaction gravitationnelle entre la planète et l'étoile. Elles s'attirent mutuellement. L'attraction exercée par une planète sur une étoile fait que la lumière de l'étoile oscille légèrement d'avant en arrière, lorsque les deux corps spatiaux tournent autour de celle-ci. Cela a toujours été le cas, mais l'oscillation de la lumière des étoiles n'a jamais pu être détectée, car la lumière des étoiles scintille toujours. Tu sais, scintille. Bref. L'optique adaptative dans les télescopes est la percée technologique qui a permis aux astronomes de découvrir des exoplanètes en supprimant le scintillement de la lumière des étoiles. Des ressorts mécaniques placés sous les miroirs des télescopes les courbent très légèrement pour neutraliser la distorsion, le scintillement, causé par la lumière stellaire qui traverse l'atmosphère terrestre. Sans le scintillement de la lumière des étoiles, on peut observer la légère oscillation causée par les étoiles, qui exercent une attraction gravitationnelle sur leurs astres. Plus l'oscillation est grande, plus il y a de planètes. C'est ce qu'on appelle la méthode astrométrique de détection des exoplanètes. N'est-ce pas un peu compliqué ? L'existence de systèmes stellaires entiers et littéralement de milliers d'exoplanètes a été déduite sur la base d'étoiles proches en analysant les motifs ondulatoires de la lumière des étoiles. Mais les planètes elles-mêmes ne pouvaient pas être vues. Tout à coup, notre système solaire n'est plus unique. Les astronomes se sont emballés devant la conclusion inéluctable que toutes les étoiles possédaient probablement leur propre planète. Il est devenu impossible de ne pas se poser la question suivante. La Terre est-elle unique ou existe-t-il d'autres terres ? Mais pourquoi importe-t-il autant de trouver des planètes semblables à la Terre ? Si l'on considère toutes les ressources financières que les pays développés consacrent à la recherche de planètes habitables, on peut dire sans hésiter qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important. Avec le lancement du télescope James Webb, qui a coûté 10 milliards de dollars américains, le télescope spatial Kepler, qui a coûté 550 millions de dollars, et le satellite TESS, qui a coûté 200 millions de dollars, l'investissement dans la recherche de planètes semblables à la Terre est certainement de la plus haute importance. Si l'on garde à l'esprit que ces coûts ne couvrent que le matériel et que l'on veut avoir une idée de l'ampleur de la recherche, il faut également inclure les salaires d'une équipe de chercheurs, de docteurs et d'étudiants de 3e cycle.
recrutés dans les universités, les agences spatiales nationales et les institutions privées du monde entier. Nous en conclurons que trouver une autre Terre est une entreprise vraiment gigantesque. Et si nous en trouvons une, alors la Terre n'est plus seule. Ce n'est pas que nous puissions aller sur l'une de ces planètes de sitôt, les voyages interstellaires nécessitent des percées physiques et technologiques que nous ne sommes pas prêts d'atteindre. Mais le seul fait de savoir qu'il existe des planètes dans la Voie lactée qui ressemblent à la Terre dans tous ses aspects essentiels, comme l'eau liquide, l'oxygène et l'habitabilité, rendra l'espace moins inquiétant, plus accueillant et plus passionnant à étudier et à explorer. Cela pourrait également nous rendre plus fiers de notre planète et faire de nous tous de meilleurs terriens. La triple mission à la recherche d'autres terres, le télescope Kepler, le satellite TESS et le télescope James Webb utilisent des approches distinctes pour trouver des exoplanètes. Et l'acronyme TESS nous indique quelle est cette méthode. Le T signifie transit et c'est la clé de toute la recherche d'exoplanètes. E signifie, tu l'as deviné, exoplanète. La cible de notre recherche d'une autre Terre, S, signifie survey ou étude, parce que TESS examine des centaines de milliers d'étoiles proches. Et S signifie satellite, parce que TESS est en orbite autour de la Terre, contrairement au télescope spatial James Webb, qui sera en orbite autour du Soleil. Lorsqu'une planète passe devant une étoile, cela s'appelle un transit. La planète bloque une partie de la lumière provenant de l'étoile. Cette diminution ou gradation de l'étoile peut être mesurée. L'atténuation de la lumière des étoiles nous apprend beaucoup de choses sur une planète. En connaissant la luminosité de l'étoile et l'atténuation de sa lumière lors d'un transit devant elle, nous pouvons déduire si la planète est géante ou si elle est proche. Mais nous ne saurons pas distinguer si elle est l'un ou l'autre. Est-elle géante ou proche ? Jusqu'à ce que l'orbite de la planète soit également chronométrée. Cela signifie que notre satellite TESS doit prendre des vidéos de longue durée de ces étoiles. Des vidéos d'étoiles, voilà qui plairait à Hollywood. Le satellite TESS n'a pas de télescope. Il utilise 4 caméras CCD pour retransmettre en direct des vidéos de longue durée d'autant d'étoiles que possible. Des centaines de milliers d'étoiles. Pourquoi tant d'étoiles ? Parce que pour observer le transit d'une planète, celle-ci doit passer directement entre les caméras du satellite TESS et l'étoile elle-même. Si une planète ne se trouve pas exactement entre l'astre et l'angle de caméra de TESS, elle ne pourra pas être vue car elle n'altérera pas la lumière stellaire. Les transits planétaires sont rares. Par exemple, Vénus ne passe dans le champ de vision de la Terre que tous les 200 ans. Pourtant, les caméras de TESS observent de nombreux transits planétaires parmi les centaines de milliers d'étoiles dont elles prennent des vidéos en continu. Et tu sais ce que ça signifie ? Cela signifie qu'il doit y avoir des centaines ou des milliers de fois plus de planètes que celles qui sont observées par la méthode des transits. La conclusion que chaque étoile pourrait être entourée de planètes semble donc inévitable. Les planètes sont partout. Et maintenant, tadam ! Le télescope spatial James Webb, avec son miroir géant de 6,50 m de large, se joint à la recherche. C'est un prodige technologique, une merveille du monde moderne, un miracle d'ingénierie avancée. L'attente est à son comble, mais avec cette anticipation accrue vient une quantité presque égale de trépidation. Et certaines choses peuvent encore mal tourner avant que le télescope spatial James Webb ne renvoie ses premières images. Après le lancement du télescope spatial Hubble en 1990, par exemple, une mission de réparation a dû être lancée dès 1993. Le miroir de Hubble n'avait pas été suffisamment inspecté et ses images étaient très floues. Les astronautes ont dû effectuer une sortie spectaculaire dans l'espace pour réparer ce miroir. Après la réparation, les images renvoyées par Hubble étaient plus précises encore que ce que l'on avait pu envisager à sa conception. C'est ainsi qu'un modèle amélioré est apparu. Cela ne peut pas se produire avec le télescope James Webb, cependant. Le télescope spatial Hubble est en orbite autour de la Terre et est accessible aux astronautes. Le télescope spatial James Webb, quant à lui, tourne autour du Soleil et se trouve bien au-delà de la Lune, hors de portée des astronautes. Car aucun vaisseau spatial n'est à même de les y transporter. Il ne peut pas être réparé manuellement en cas de problème. Pour ajouter aux difficultés, le télescope spatial James Webb ne dispose que d'une seule caméra embarquée pour inspecter les dommages qu'il pourrait subir ou les dysfonctionnements mécaniques qui pourraient se produire dans l'environnement difficile de l'espace interplanétaire. Toute réparation à distance devra être effectuée en aveugle depuis la Terre. Le télescope spatial James Webb est maintenant entièrement déployé. Les 18 segments de miroir devront être alignés pour produire une image unique.
Ce processus, d'une importance cruciale, prendra plusieurs mois après le déploiement du télescope. 70 des 286 premières missions d'observation du télescope visent des exoplanètes. Grâce aux données des précédentes recherches, le télescope n'aura pas à perdre de temps à rechercher celles-ci. Leurs emplacements et leurs orbites sont déjà connus. Le télescope James Webb ira droit à leur rencontre. Le télescope spatial James Webb n'est pas un télescope optique dans le même sens que le télescope spatial Hubble ou tout autre télescope ordinaire qui capte la lumière visible. Il perçoit la lumière infrarouge. Les images des planètes devraient ressembler à des points lumineux, un peu flous si elles ont une atmosphère. Ces spectres planétaires fourniront le plus d'informations sur une exoplanète. Tout gaz entourant une exoplanète absorbera une partie de la lumière des étoiles lorsque celle-ci traversera son atmosphère. Supposons qu'il y ait du méthane dans l'atmosphère de la planète, de l'oxygène et du dioxyde de carbone, les gaz les plus à même d'indiquer des traces de vie. Dans ce cas, le télescope James Webb sera en mesure de les détecter par analyse spectroscopique. Un portrait complet de l'exoplanète peut être formé à partir des informations infrarouges. Ses plages de température, son contenu atmosphérique, la probabilité de la présence d'eau liquide et même la probabilité de la vie. Et ça, ce n'est pas négligeable. Le télescope spatial James Webb a également d'autres missions à accomplir. Il est chargé d'examiner la formation des étoiles et des planètes dans les nébuleuses de la Voie lactée. La compréhension de la formation des systèmes solaires fait partie de la recherche d'une autre Terre. En détectant la lumière infrarouge, le télescope spatial James Webb scrutera les galaxies les plus éloignées, celles dont la lumière visible est bloquée par la poussière et le gaz. Ces galaxies lointaines se sont formées peu après le Big Bang. La formation des galaxies est une mission essentielle pour le télescope James Webb. Ces galaxies les plus anciennes s'éloignent en accélérant si vite que la lumière qu'elles émettent est étirée en dessous de la fréquence du spectre visible, dans l'infrarouge. Le grand télescope peut voir ces galaxies auparavant invisibles. Nous espérons en apprendre davantage sur la mystérieuse énergie noire qui est à l'origine de l'expansion de notre univers à une vitesse toujours croissante. Nous avons donc bon espoir que le télescope spatial James Webb élargira considérablement nos connaissances sur cet univers étonnant dans lequel nous vivons tous. Imagine, toutes les planètes du système solaire se réunissent et décident que la Terre doit déménager dans une autre galaxie. Que se passerait-il alors ? Eh bien, si la Terre se faisait éjecter du système solaire, disons simplement que les choses deviendraient compliquées. Comme tu le sais peut-être, chaque planète occupe sa propre orbite par rapport au Soleil, garantissant le fonctionnement parfait de notre système solaire. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a des milliards d'années, les planètes et les astéroïdes se heurtaient constamment les uns aux autres. Il a fallu un certain temps avant que chaque planète ne trouve son orbite personnelle et que notre système n'adopte la formation qu'il a aujourd'hui. Maintenant, comme tu le sais peut-être, le facteur d'organisation le plus important du système solaire est la gravité. La gravité attire chaque morceau de matière vers tous les autres morceaux de matière dans l'univers. Et plus la masse d'un objet est élevée, plus sa force gravitationnelle est importante. Le Soleil représente 99,75% de toute la masse du système solaire. C'est précisément l'attraction gravitationnelle du Soleil qui a maintenu la Terre sur une trajectoire stable. Mais il ne faudrait même pas une rencontre interplanétaire surréaliste pour que la Terre se rebelle. C'est une possibilité réelle. Improbable, mais réelle. Par exemple, si une planète ou une étoile errante se rapprochait du système solaire, sa force gravitationnelle pourrait perturber notre organisation planétaire. Et sais-tu que cela s'est déjà produit ? Il y a environ 70 000 ans, une naine rouge a traversé le nuage d'Oort et a semé un certain désordre. Le nuage d'Oort est un cercle extérieur de débris spatiaux situé à la limite de notre système solaire. Il se trouve bien au-delà de Pluton et de la ceinture de Kuiper et entoure le Soleil en une coquille sphérique géante. En plus des 8 planètes et de la ceinture de Kuiper, il existe une autre ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Or, les scientifiques s'attendent à ce qu'une autre naine rouge passe près de notre système solaire. C'est une étoile orange de la constellation de la queue du serpent. Les astronomes s'attendent à ce qu'elle passe près du Soleil dans environ 1,29 million d'années, à une distance d'environ 160 milliards de kilomètres.
Cette étoile a environ 60% de la masse du Soleil, ce qui serait suffisant pour causer de grandes perturbations dans notre système. Une fois que l'étoile sera entrée dans notre système, nous pourrons la voir dans le ciel nocturne sans aucun équipement. Ce sera comme regarder un petit point orangé apparaître dans le ciel. Au fil des mois, il deviendra de plus en plus gros jusqu'à ce que nous le voyions aussi pendant la journée. À un certain moment, il deviendra si gros et si brillant que nous ne pourrons plus le regarder directement. Tout comme il ne faut pas regarder le soleil directement. Mais nous le faisons quand même, n'est-ce pas ? À ce moment-là, le ciel nocturne se remplira d'une étrange lueur rouge. Et après quelques mois, l'étoile orange commencera à rétrécir à nouveau. Elle deviendra plus petite que le soleil, mais alors le soleil rétrécira aussi. Oui, car le passage de Gliese 170 fera sortir la Terre de son orbite et sa force gravitationnelle nous fera perdre notre alignement naturel. La Terre errera ainsi dans le système solaire jusqu'à ce qu'elle atteigne l'espace. Que se passerait-il avec notre planète si cela se produisait vraiment ? Tout d'abord, la Terre quitterait ce que l'on appelle la zone habitable. C'est une région assez étroite du système solaire où la vie humaine peut prospérer. Quel est le secret de sa réussite ? De l'eau à l'état liquide. Les astronomes ont découvert que Mercure a aussi de l'eau, mais seulement au niveau de ses pôles nord et sud, où la lumière n'arrive jamais. Pluton, la planète naine située à l'extrémité arrière du système solaire, contient 30% d'eau, mais une grande partie se cache sous une épaisse couche de glace. Si la Terre quittait un jour sa place privilégiée en orbite autour du Soleil, elle voyagerait autour de la galaxie à sa vitesse orbitale de 108 000 km/h. C'est 1000 fois plus rapide que la vitesse de pointe d'un guépard. Plutôt rapide, donc. Au bout de plus ou moins un mois, l'humanité verrait la géante rouge Mars à l'horizon. D'ici là, nous ne recevrions plus que 44% de la lumière du Soleil que nous recevions auparavant. Si quelqu'un voulait donner naissance à une nouvelle civilisation, ce ne serait pas vraiment le moment idéal. Avec une lumière solaire réduite, il serait plus difficile pour les plantes de continuer à faire de la photosynthèse. Donc, la plupart de la flore de notre planète commencerait à périr. Quelques jours après avoir quitté l'orbite de Mars, notre planète serait confrontée à son premier vrai défi, traverser la ceinture d'astéroïdes. C'est une collection de petits corps rocheux et métalliques qui sont surtout des restes du Big Bang, qui a créé notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Donc, d'une certaine manière, c'est presque comme si nous voyagions dans le temps. Heureusement pour nous, la distance entre un astéroïde et son voisin est d'environ 965 000 km. Donc, après avoir passé un astéroïde, il nous faudrait un certain temps avant de tomber sur le suivant. Si nous parvenions à traverser cet obstacle sans dommage, alors nous verrions la première géante gazeuse de notre galaxie, Jupiter. Jusqu'à ce moment, notre fidèle Lune nous aurait suivis pendant notre voyage à l'intérieur du système solaire. Mais attends de découvrir la suite. L'énorme masse de Jupiter pourrait nous voler notre Lune. Après tout, la gravité de Jupiter est 2 fois plus élevée que celle de la Terre. Si notre Lune rejoignait l'orbite de Jupiter, elle ne serait rien moins que sa 80e Lune. À ce moment-là de notre voyage, la température atmosphérique de la Terre aurait chuté de façon spectaculaire, jusqu'à environ moins 145 degrés Celsius. La vie sur Terre ne serait donc plus possible que dans des endroits très précis. La plupart de l'eau de notre planète aurait gelé à ce moment-là, mais seulement à la surface. L'activité du noyau de la Terre réchaufferait encore nos océans par en dessous, permettant à la chaleur de s'échapper et de maintenir une partie de l'eau à l'état liquide. En fait, le noyau de la Terre resterait actif pendant des milliards d'années après qu'elle ait quitté son orbite. Dans ce scénario, les microbes vivant près des cheminées hydrothermales prospéreraient. Mais peut-être qu'une certaine forme de vie serait également possible près de la chaleur fournie par ces évents thermiques au-dessus de la surface, dans des endroits comme le parc de Yellowstone. Une des rares options pour l'humanité serait de construire des villes profondément enterrées. Ce serait notre meilleure chance si nous voulions préserver la vie humaine sur notre planète.
10 ans après notre départ, nous serions profondément engagés dans le voyage interstellaire. Nous serions à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, et notre système solaire ne serait donc plus qu'un lointain souvenir. Si tu vivais encore sur la Terre à ce moment-là, tu assisterais probablement à de grandes avancées technologiques. Les humains pourraient construire des villes souterraines entières en utilisant l'énergie géothermique. Nous aurions peut-être même découvert comment transformer la glace en énergie et créer un système durable et abondant pour le carburant. La glace serait aussi notre principale source d'eau. Et, à ce moment-là, le processus de transformation ne serait plus aussi coûteux. Les cultures souterraines prospéreraient, mais certaines plantes s'en sortiraient mieux que d'autres. La mousse, les champignons et les algues seraient d'excellentes alternatives, car ils sont beaucoup plus faciles à cultiver et à faire pousser en grand nombre. Cela signifie que l'essentiel de notre alimentation serait à base de plantes, car il serait sûrement difficile de faire paître des animaux sous terre. L'humanité pourrait continuer à vivre des milliers d'années de cette façon. Si la Terre passait par hasard près d'une étoile possédant une planète habitable, nous pourrions même tenter de nous installer sur celle-ci. Les vols spatiaux deviendraient plus faciles sans l'entrave de notre atmosphère. L'idée de s'aventurer sur d'autres planètes ne semblerait plus aussi surréaliste dans ce scénario. La seule chose que nous préférerions ne pas voir nous arriver, c'est que la Terre se précipite dans un trou noir. Si cela arrivait, disons simplement que nous serions tous transformés en spaghettis. Pas littéralement, mais nous passerions par un processus appelé la spaghettification. Dans ce cas, la planète Terre, et tous ceux qui y vivent encore, seraient étirés verticalement jusqu'au point de, disparaître. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Heureusement, même si tout cela pouvait s'avérer, nous ne serions pas pris par surprise. Grâce aux progrès scientifiques et technologiques, nous serions capables de prévoir si une étoile passait trop près de notre planète. Et même si nous ne pouvions pas arrêter sa course, nous parviendrions très certainement à tout faire pour nous préparer. Et qui sait, peut-être que les générations futures qui regarderont cette vidéo seront surprises de la précision avec laquelle nous avons prédit l'avenir. En juillet, lorsque nous sommes à environ 151 millions de kilomètres du Soleil, le monde est globalement plus chaud d'environ 2 degrés Celsius qu'en janvier, lorsque nous sommes 5 millions de kilomètres plus près. C'est parce qu'il y a plus de terres émergées dans l'hémisphère nord de la planète que dans l'hémisphère sud, et la Terre a tendance à se réchauffer plus que l'eau. Pendant l'été septentrional, en juillet, la surface de sol terrestre chauffée est plus étendue qu'en janvier. La planète se réchauffe donc un peu plus à cette époque, même si nous sommes plus éloignés de notre source de chaleur. Plus la Lune est proche de l'horizon, plus elle semble grande. Ce phénomène s'appelle l'illusion lunaire. L'une des théories visant à l'expliquer prétend que l'atmosphère joue le rôle d'une loupe, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère était impliquée dans cet effet, la Lune aurait l'air non pas plus grosse, mais plus petite. La plupart des experts pensent que l'illusion est créée par ton propre esprit, pouvant faire apparaître la Lune plus de 2 fois sa taille. Lorsque le satellite naturel de la Terre est haut dans le ciel, tu n'as aucun repère visuel pour savoir à quelle distance il se trouve. Mais lorsqu'il est près de l'horizon, tu peux voir les objets qui l'entourent en détail. Cela fait paraître la Lune plus grosse. Mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. Au fait, tu peux déjouer cette illusion en te penchant et en regardant la Lune à l'envers à travers tes jambes. Une journée sur Vénus est plus longue qu'une année sur Terre. Il faut en effet à la planète 243 jours terrestres pour tourner sur elle-même, et seulement 225 jours terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. Il y a environ 5 millions d'années, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie a propulsé une étoile à partir de lui-même, et elle voyage maintenant à travers la Voie lactée 10 fois plus vite que toute autre étoile. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète d'1 mètre de diamètre, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'a pas encore fini de se refroidir. La Terre et la Lune s'éloignent progressivement l'une de l'autre, aussi lentement que tes ongles poussent.
C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle de notre satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre qui, à leur tour, tirent sur la Lune et la font accélérer. Cela déplace le satellite vers une orbite plus élevée. À l'époque préhistorique, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous ne sommes pas près de perdre la Lune. Plus elle s'éloigne, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela signifie que bientôt, notre planète ne repoussera plus la Lune avec une telle force. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude que nous connaissons. La prochaine fois que tu te plaindras de la chaleur lors d'une journée d'été torride, souviens-toi que les températures de cette planète peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. C'est parce qu'elle orbite très près de son étoile, Kelt 9. Cette dernière est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que l'étoile géante pourrait un jour faire s'évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens ont réussi à voir dans l'espace à l'aide de télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'univers. Près des 3/4 de l'univers sont constitués d'énergie sombre. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe si, il y a plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle s'accélérait. Cela signifiait qu'il devait y avoir une force énigmatique qui contrecarrait la gravité, celle que l'on a surnommée énergie sombre. La soudure à froid est un phénomène dans l'espace où deux pièces du même métal s'assemblent sans effort et sans chaleur. Il y a environ 700 millions d'années, un événement mystérieux s'est produit et pourrait avoir transformé Vénus en ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, les astronomes ne peuvent pas voir directement la surface de la planète, car elle est recouverte de plusieurs couches d'épais nuages. Mais les missions spatiales envoyées sur la planète ont découvert que Vénus est parsemée de volcans crachant du feu, de montagnes massives, d'innombrables cratères et de gigantesques plaines de lave. Les températures sur la planète sont si incroyablement élevées qu'elles pourraient faire fondre le plomb. Et la pression atmosphérique est si forte qu'elle écraserait instantanément tout être vivant assez téméraire pour y mettre les pieds. Comme si cela ne suffisait pas, l'atmosphère de la planète est remplie de nuages nocifs d'acide sulfurique, dont l'odeur est bien pire que les œufs pourris. Le dioxyde de carbone, le principal composant de l'atmosphère de Vénus, ainsi que le tristement célèbre acide sulfurique, créent un puissant effet de serre. Par conséquent, la basse atmosphère et la surface de la planète sont parmi les endroits les plus chauds de tout le système solaire. Les étoiles à neutrons ont la taille d'une petite ville, mais leur masse est environ 1,4 fois celle du Soleil. Elles se forment lorsque des étoiles massives meurent et que leurs noyaux s'effondrent sur eux-mêmes. Le noyau continue à se replier sur lui-même jusqu'à ce que tous les électrons soient écrasés, ne laissant que des neutrons. Cela fait des étoiles à neutrons parmi les objets les plus denses de l'univers. En fait, une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Bien sûr, obtenir cet échantillon et le rapporter sur Terre serait une tâche difficile, car la gravité sur une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité sur notre planète. À cause de l'effet de la Lune sur la Terre, notre planète tourne de plus en plus lentement. Mais cela est très progressif. Elle perd environ 17 millisecondes tous les 100 ans. Il faudra donc 140 millions d'années avant que nous ne puissions ajouter une seule heure à une journée. Mais cela signifie aussi que lorsque les dinosaures existaient, les jours ne comptaient que 23 heures. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pourquoi les scientifiques peuvent retracer les cratères d'impact qui jonchent la surface du satellite sur des milliards d'années. En datant les cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, tout comme notre planète, a subi un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est également connu sous le nom de cataclysme lunaire et a duré plusieurs centaines de millions d'années. Pendant cette période, une quantité anormalement élevée d'astéroïdes sont entrés en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus.
La toute dernière théorie scientifique en la matière affirme que Vénus aurait pu avoir un climat agréable et stable pendant des milliards d'années avant que quelque chose ne change la donne. Les astronomes ont fait des recherches approfondies et ont construit un modèle d'un monde virtuel semblable à Vénus. Ce modèle a démontré que pendant la majeure partie de son histoire, la planète chaude avait des océans avec de l'eau liquide, des températures adéquates à la vie et des plaques tectoniques stables. En fait, la planète ressemblait à la Terre telle qu'elle était au début de son existence. Les scientifiques suppose que cette période de développement semblable à la Terre a pu durer plus de 3 milliards d'années. Saturne est une planète avec des vents qui se déplacent à plus de 1770 km/h à l'équateur. C'est aussi la planète qui possède les anneaux les plus proéminents. L'atmosphère de Saturne n'est pas vraiment différente de sa surface. Mais plus tu t'enfonces, plus la pression augmente et l'hydrogène devient liquide. Plus loin vers le centre de la planète, ce gaz liquéfié se transforme en hydrogène métallique. Comme Jupiter, Saturne pourrait avoir un noyau rocheux, entouré d'hydrogène et d'hélium. D'un autre côté, même s'il est composé de matériaux rocheux, le noyau peut toujours être liquide. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et leurs efforts ont certainement porté leurs fruits. Toutes les planètes de notre système solaire ont maintenant été explorées, même les planètes naines, Pluton et Cérès. La plupart des explorations ont été réalisées par le programme Voyager de la NASA, qui a débuté en 1977. Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leurs lunes et leur système unique d'anneaux et de champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données à la Terre, et Voyager 1 est actuellement dans l'espace interstellaire. Le ciel peut sembler assez paisible quand tu le regardes depuis la Terre. Mais la Voie lactée se dirige vers une collision massive avec la galaxie d'Andromède. Dans 4 milliards d'années, tu peux régler ton alarme, ces galaxies se rencontreront et aucune ne survivra. Les étoiles seront écrasées et les constellations seront détruites. Finalement, les deux géantes fusionneront et formeront une galaxie elliptique. Mais selon National Geographic, notre Soleil et la Terre survivront. Toutes les formes de vie sur Terre auront droit à un spectacle splendide lorsque les galaxies se rejoindront.